Le Mouvement Populaire de Libération, c'est un mouvement qui se veut un parti de gauche, c'est-à-dire attaché aux valeurs humaines. C'est un parti au sein duquel nous avons des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ambitionnent de participer de façon qualitative au développement de notre patrie commune. Nous étions, comme vous l'avez dit, sur la ligne de départ pour les élections communales. C'est le moment pour moi de saluer l'engagement de ces milliers de jeunes qui, en moins d'un mois, ont réussi à faire l'impensable. Vous vous souvenez très bien que le MPL a reçu son récépissé définitif le 12 février. Et le 11 mars, on était attendu à la Sénat pour déposer 3630 candidats, ce qui a été fait, mais pour des raisons que vous n'ignorez pas, nous avons été écartés à la Sénat, et nous l'avons pris sportivement, mais je tiens à dire que ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Nous avons été abusivement, je le dis en toute responsabilité, écartés à la Sénat. Quels sont les éléments qui vous amènent à dire que vous avez été abusivement écartés? D'abord, un élément tout simple. Nous avons été les derniers. Le dernier parti à être reçu à la Sénat, c'était le nôtre. Donc, avant nous, on a reçu... Est-ce que vous pensez que vous étiez à l'heure pour ne pas subir les contraintes liées au retard? Non, on est rentré à la Sénat à 22h27. On est rentré à la Sénat à 22h27. Et quand nous sommes venus à la Sénat, vous savez que nous avons reçu notre récépissé définitif. Le processus avait déjà commencé. Donc la Sénat avait reçu déjà les autres partis et avait déjà, d'une manière ou d'une autre, montré les directives. Et nous sommes nés en plein processus. Donc il fallait... On n'avait pas été associés à ce qui devait se faire d'une manière ou d'une autre. Et nous nous sommes conformés aux tests. Les tests sont prévus qu'il faut aller à la Sénat avec sa quittance de paiement de la caution, qu'il faut aller à la Sénat avec sa déclaration de candidature. Mais non, on ne savait pas que la Sénat avait à l'interne, ce n'était pas prévu par la loi, créé un logiciel qui leur permettait de récupérer systématiquement le nom des 3630 candidats quand on le remplit sur le logiciel. C'est ce qu'ils nous ont opposé à la Sénat. Et on nous a donné, en ce moment-là, le bureau, ils n'ont pas pris notre déclaration de candidature telle que prévue par la loi. Ils ont demandé de refaire ça sur le logiciel. Nous sommes alors mis au travail à la Sénat même et enregistré 3630 noms, prénoms, et profession, date de naissance. Et je crois que ce n'est pas chose aisée, c'est ce que nous avons fait. Et avant qu'on nous reçoive, on nous a reçus. Quand on nous a reçus, les gens ont entendu que, après 48 heures passées dans l'enceinte de la Sénat, que je parte ensemble avec le secrétaire général porte-parole du parti, qu'on aille se mettre à l'aise pour nous écarter abusivement de ce processus-là. Et c'est resté en travers de nos gorges. Nous digérons très, très difficilement, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Ce n'est pas la fin du monde. Quel est votre regard, quelle est votre analyse sur les élections du 17 mai dernier? Taux de participation, tout pourcentage recueilli par chaque formation politique? Non, ce n'est pas le vrai visage de l'échiquier politique national. Cette élection ne reflète pas le vrai visage. C'est-à-dire qu'on a donné le pouvoir aux institutions chargées d'organiser les élections à plus de 75% de choisir pour le peuple. Le peuple ne choisit qu'à 25% là. Et c'est très dangereux pour une démocratie, ça. 25% vous dites, hein? Oui, parce que déjà, la Sénat se donne le droit d'écarter un parti politique en interprétant un code électoral que nous sommes en train d'expérimenter. La Sénat a récupéré toutes les prérogatives du peuple. C'est au peuple. Le rôle des institutions, c'est quoi? C'est de permettre de faciliter la tâche à ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, voudraient se retrouver sur la ligne de départ pour une élection. C'est au peuple de choisir ses élus. La Sénat, c'est une institution qui son rôle devait être très limité. Des tests aussi qui empêchent que l'expression même du suffrage se fasse sentir. Le Béninois a commencé par avoir un
sérieux dégoût pour la chose politique. Le Béninois a perdu le goût d'aller voter et ce n'est pas très bon du tout pour notre démocratie. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les FCBE qui viennent en troisième position, derrière l'UP et le BR. Ce qui est sûr aujourd'hui, nous avons la présence d'une formation politique de l'opposition. Est-ce que ça ne rétablit pas un peu, disons, la situation provoquée par lors des élections législatives passées? Non, c'est ce qu'on a tenté de faire, mais malheureusement, ils sont passés à côté. Parce que quand on parle de FCBE, nous savons, FCBE c'est qui? Mais je vous pose la question. À la veille FCBE c'est qui? FCBE c'est le président Boni Yayi. N'allons pas, on n'ira pas. Il a démissionné la question. Oui, bon, ça veut dire qu'il y a un profond malaise à l'intérieur de cette formation politique. Les FCBE sont allés à cette élection très diminués. Donc, ne parlez même pas de FCBE dans ces conditions-là. Et c'est peut-être le nom, le logo, mais ce n'est pas la formation politique du président Boni Yayi qui a été aux élections. Donc, et nous connaissons un peu votre position par rapport à Boni Yayi, parce que vous avez tenté dans rapport à Savès, ça vous a coûté ce que ça vous a coûté, on vous a reçu ici, ce n'est plus forcément trop la lune de miel, si on sait que Boni Yayi... le président Boni Yayi, je n'ai aucun problème particulier avec lui. Moi je suis impatient. Moi j'ai besoin qu'on trouve des solutions aux problèmes que nous vivons en ce moment. Nous sommes les principales victimes. Je ne peux pas aller au rythme du président Boni Yayi. C'est ça mon problème. Sinon je n'ai aucun problème avec lui. Je ne peux pas aller à son rythme. Moi je suis très pressé qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Ce qui peut-être n'est pas... je ne peux pas avoir... non, avec l'expérience qui est le sien, je ne peux pas avoir... il ne peut pas être aussi impatient que moi. Mais moi je suis très impatient. Nous souffrons beaucoup. Malgré tout, est-ce que vous avez obtenu la tête de certaines communes, dont Parakou, la troisième, ou disons la deuxième ville du Bénin? Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, l'FCB encore le mot a dit? Je pense plutôt que notre absence de la course a favorisé tout cela. Ce n'est pas le véritable visage de l'échiquier que cette élection a reflété. Notre absence de cette élection a permis peut-être ça. Et je ne peux que, au passage, souhaiter du courage à ces élus, qu'ils restent véritablement dans la ligne de l'opposition. C'est vrai que, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas une école où on apprend à être opposant. Et il n'y a pas un appareil qu'on appelle opposant-tromètre. Pour, excusez-moi du terme, pour savoir qui est opposant, qui ne l'est pas, mais qui reste dans la ligne du peuple. Le peuple qui avait perdu espoir et qui a réussi un tout petit peu quand même à Parakou, dans le cas spécifiquement de Parakou, à exprimer son mécontentement face à ce régime. Donc je leur souhaite du courage et qu'ils soient à la hauteur de la confiance placée en eux. Comment trouvez-vous le règne de... quelles sont vos projections sur le règne de Aboubacar Yaya, ancien ministre d'État, de la fonction publique, aujourd'hui maire de la ville de Parakou? Est-ce qu'il vous inspire confiance? Est-ce qu'il pourra relever les défis de la partie de la capitale du Septentrion? Il a suscité beaucoup d'engouement, c'est vrai, et j'espère qu'il sera à la hauteur. C'est le mal que je puis lui souhaiter. D'accord. Malgré vos déclarations, vos positions tranchées pour appartenir à l'opposition, vous êtes obligé de beaucoup de suspicions. Il y a des gens qui pensent que Korogoré s'habituera à des incohérences avec le pouvoir. Nous avons suivi récemment ce compatriote en Afrique du Sud qui tente de vous voir dans les bras de la rupture. Bon, merci de me donner l'opportunité. Bon, j'évite de trop faire cas de tout ça. Mais je retenais d'abord dans un premier temps que Korogoré s'habituera le Mouvement Populaire de Libération, un parti né dans l'opposition, mais ne compte pas y rester très longtemps. C'est pour cela que nous sommes à 8 mois des présidentielles, nous devons nous battre, créer les conditions pour qu'il y ait une alternance au sommet de l'État. C'est vrai aussi que certains nous attendent sur un certain nombre de terrains. Bon, moi je ne sais pas. Il y en a qui pensent que, parce que Korogoré ne prône pas la violence, et Korogoré a des incohérences avec le régime. Il y en a qui vous diront que non, et comment est-ce qu'ils se défendent pour exister dans un écosystème assez difficile. Et donc ils ont des acquaintances avec le régime. Vous savez, de compatriotes dont vous parlez, j'évite très souvent de parler de gens en public avec qui je peux parler en privé. Mais je vais... Vous connaissez? On se connaît, dans le cadre, parce que après que je sois sorti de prison,
J'ai entrepris... Donc nous avons regardé faire ensemble. Voilà. J'ai entrepris avec le secrétaire général, aujourd'hui, secrétaire général porte-parole du parti, un certain nombre de voyages. Sur la plus d'une vingtaine de capitales visitées, nous nous sommes retrouvés à Johannesburg pour rencontrer ce compatriote parce qu'on était à la recherche d'alliés. Il sait très bien ce qu'il m'a dit en ce temps. Je sais très bien ce qu'il m'a dit, mais je comprends pourquoi il m'attaque. Mais aujourd'hui, je vais faire une petite lecture simple avec vous. Là, vous allez comprendre un peu quel est le rôle de ce monsieur dans le processus en cours. Et ce monsieur est là pour semer la zizanie au sein de l'opposition. Il est là pour diviser l'opposition. C'est son rôle. Il sait de quoi je parle. Il sait très bien de quoi je parle. C'est son rôle. Il veut diviser l'opposition. Vous allez constater que dans ces derniers envolées, il nous a dit que la communauté internationale lui a demandé de ne plus attaquer le régime. C'est vrai. Il n'attaquera plus le régime. Vous savez pourquoi? Non. Nous sommes à 8 mois des présidentielles. On n'attaquera pas à 8 mois des présidentielles celui dont on est chargé de mission. Est-ce que vous savez ça? Que dans cette dernière envolée, il a tenté, c'est une hérésie que de nous dire que le président Boni Yayi a pris de l'argent chez M. Talon. C'est une hérésie. Et c'est une manière de chercher à opposer le président Boni Yayi au président Soglo. Il dit que le président Soglo va gérer une transition. De quelle transition il parle? Il attaque des compatriotes qui abusivement ont été condamnés, comme Ikoutié. Il attaque Sébastien Adjavon. Nous avons besoin de tous ces gens-là pour faire la lutte. Nous avons besoin d'être unis. Il attaque le mouvement populaire de libération, Korogoné, et le secrétaire général du parti, parce qu'il veut nous opposer aux autres jeunes, pour qu'on ne soit jamais unis. Parce que si nous sommes unis, c'est l'arme redoutable à laquelle on pourra efficacement affronter le régime. Mais pour qu'on ne soit pas unis, lui, il doit semer la zizanie. Et il est dans son rôle, il manipule certains, il recrute d'autres, et ainsi il va. Mais nous sommes très vigilants. Il ne nous aura pas sur ce cours. D'accord. Allez, vous devez prendre part aux élections communales, ça n'a pas été le cas. Il y a le code électoral qui a été revu avec ce qu'on appelait la loi explicative. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, ça ne présente pas des signes d'inquiétude? Rien ne m'étonne plus venant de la part de ce régime. Ça ne m'étonne plus. Et je ne m'attarderai pas sur les détails. Parce que si c'est les détails, on va s'enliser. Nous sommes à 8 mois des présidentielles. Nous avons été, comme les 9 partis politiques engagés dans le processus électoral, invités au palais de la présidence. Le directeur du parti a jugé utile qu'on y aille, mais pour une seule raison. Elle dit au chef de l'État que ses compatriotes attendent de lui qu'il ouvre la compétition. Ses compatriotes attendent de lui que la loi sur le parrainage soit sautée. C'est ce que nous avons fait tout simplement. Les détails liés à la loi explicative, on va laisser ces débats-là à nos juristes compétents qui vont peut-être venir. Sinon, pour moi, il n'y aurait pas de débat à ce niveau. Le régime nous a habitués à... Je sais que devant le chef d'État, vous avez abordé la préoccupation liée au parrainage. Vous pensez que c'est la préoccupation de ceux qui s'agitent autour de lui aujourd'hui. Vous, quelle est votre position sur la question spécifique du parrainage? Il faut qu'on enlève le parrainage. En quoi ça vous gêne? Ça nous gêne du point à l'Assemblée nationale. Combien de partis sont-ils représentés? Est-ce que nous avons eu la possibilité d'aller aux élections législatives? S'il y avait élections législatives en 2019 de façon inclusive, est-ce que je ne donne même pas 10 députés aux 2 partis du chef de l'État? Mais on est à l'OSC comme là avec la FCB, pourtant en matière de proportion, on voit la mouvance en fait. Oui, on a été aux élections communales avec des FCV amputés. Donc, on nous aurait laissé aller aux élections. C'est pas la faute au président Talon, c'est pas la faute de la mouvance, c'est Boni Yayi qui a décidé de se retirer. C'est peut-être une erreur politique parce que à ce niveau, quand on analyse, on aurait pu, si j'étais très proche de lui, je lui aurais dit. Parce que même si on soupçonne les principaux responsables du parti d'être en accointance avec le régime, les élus, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Yaya, maire de Parakou, sera ligoté par les responsables du parti pour aller vers le régime. Non, on aurait pu laisser... Et je suis sûr qu'il avait quand même le charisme nécessaire pour récupérer, d'une manière ou d'une autre, les élus. Je dis bien les élus, 75% des élus. Aujourd'hui, si
on doit demander aux 7 maires FCBE choisis, je crois que 5 choisiront Boniaï. Peut-être 2 vont rejoindre M. Oumpe, mais je crois que d'une manière ou d'une autre, il bénéficie toujours de la confiance des militants de ce parti-là. Vous avez aujourd'hui votre récépissé, en tout cas vous n'avez pas pu compétir, mais dans les formalités à remplir, vous n'êtes pas trop loin de ce qu'il faut pour continuer. Dites-nous, quelles sont les armes, quels sont les moyens dont vous disposez pour continuer la lutte politique, en tout cas pour hisser la jeunesse en politique au Bénin? Notre défi principal, c'est de faire l'union sacrée. Je tiens à profiter de votre canal pour dire à mes compatriotes, peut-être ce n'est pas la tête de Korogoné, d'oublier Korogoné, d'oublier même le MPL, allons au-delà, et que dans un dernier sursaut patriotique, nous puissions dans 8 mois créer les conditions pour qu'il y ait une alternance au sommet de l'État. Et nous allons peut-être vous étonner en vous disant que nous sommes prêts à tout pour y arriver. Même à aller parler avec M. Talon. Vous lui dites de laisser le pouvoir? Oui, pour le rassurer de ce qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. C'est aussi facile? Oui, on peut y arriver. Est-ce que ça veut dire qu'en 4 ans, disons 4 ans et demi, à 8 mois de la présidentielle, parce que Talon n'a rien fait de bon pour vous sidérer? Non, en fait, il a réussi à créer une crise de confiance entre lui et le peuple qu'il a appelé à diriger. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Le peuple béninois ne lui fait plus confiance. Malheureusement, c'est le cas. Et il faut absolument que, en toute responsabilité, et contrairement à beaucoup, moi je crois que le président Patrice Talon, c'est un homme de parole. Il nous a promis un mandat, il le fera. Il le fera le 6 avril. Je crois bien que il laissera les gens compétir aux prochaines élections et que le 6 avril, il passera la main démocratiquement. Qu'est-ce que le président Patrice Talon peut faire aujourd'hui pour gagner de nouveau votre confiance? Le temps est déjà passé pour ça. Le temps est passé pour ça. C'est-à-dire que lorsque nous étions 1 an et demi après son accession à la Marina, était à l'initiative de Niki, on voulait attirer son attention sur les réels problèmes. Et il aurait dû écouter cette jeunesse, le cri de cœur de cette jeunesse, qu'aujourd'hui il aurait pu, d'une manière ou d'une autre, changer les donnes. Non, il a foncé tête baissée dans sa logique, et nous sommes bien obligés. Est-ce que ça veut dire que les réalisations qu'on observe dans le pays aujourd'hui, pour vous, ne servent à rien? Ça ne peut pas... Non, ça n'impacte pas, ça n'impacte pas, ça n'impacte pas. À Srata, à Cotonou, dans les grandes villes du pays. Non, non. Lorsque vous avez jeté de Porto à Tango, c'est vrai qu'il n'enlèvera pas ça en partant, non. C'est des acquis. Et on le remercie, on le félicite d'ailleurs pour ces quelques kilomètres de bitume, mais de façon fondamentale, notre plus grande richesse, c'est notre démocratie. Aujourd'hui, dans les prouesses des informations officielles que nous avons, les dettes du Bénin sont remboursées à la CEB. Aujourd'hui, nous tendons vers 0 dette. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est tout à son honneur? Mais le plus important pour nous, quels sont les reproches véritables à l'endroit qui n'existe plus? Nous vivons dans un certain climat de méfiance et de suspicion. Le Béninois, il suffit que aujourd'hui que le Béninois voit le président Soglo aller rendre visite au président Talon, juste pour lui ouvrir les yeux sur une certaine chose, que le Béninois crie déjà au scandale. Vous voyez que ce climat de méfiance n'est pas du tout bien pour nous. Notre démocratie, la richesse que nous avons, n'a rien sur dans notre Est-ce que selon vous qui êtes jeunesse politique, vous ne pensez pas que quelque part nous avons besoin de cette rigueur pour hisser le Bénin? Parce que pendant longtemps on a vu un peu comment ça s'est comporté, les clubs électoraux, les partis politiques appartiennent à des individus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné il faut créer le cataclysme pour relancer le développement du pays? Quand vous voulez être rigoureux, soyez-le pour vous-même d'abord. Ne demandez pas aux autres ne soyez pas rigoureux vis-à-vis des autres et très complaisant avec vous-même. Donc, vous avez tout à l'heure parlé par l'exemple. Vous avez dit ouvrir la compétition, mais grâce à cette rencontre que vous avez avec le chef d'État, grâce à la volonté de faire les choses, on a vu que après qu'on a installé un FCBE de l'opposition sans tambour ni trompette. Alors que auparavant, on a vu encore le cas Parakou où les conseillers majoritaires sont allés chercher le maire dans une liste minoritaire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à l'actif du président de la République qui veut faire appliquer les tests de la démocratie? Après des tentatives de déstabilisation de la liste FCBE, bien sûr.
Bon, de toutes les façons, la pression populaire était déjà montée et ça peut être contraint. Bon, de toutes les façons, nous attendons de voir ce que fera le nouveau maire avant de pouvoir nous prononcer là-dessus. Mais de toutes les façons, moi je pense que notre démocratie a entamé. Le président de la République avait la lourde responsabilité de nous amener, de renforcer le vivre ensemble chez nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, le peuple vit dans la terreur, le peuple vit dans la peur. Et on doit décrisper cette atmosphère. Dans la suite de l'émission, on parlera de cet appui du gouvernement en matière de mesures sociales anti-Covid-19. Tout à l'heure, les 74 milliards. Mais avant, il y a une question que tout le monde se pose. Peut-être que les gens n'ont peut-être pas le courage de vous le demander en face. MPL trouve les moyens où pour avoir de représentation partout dans tous les coins, pour oser même présenter des candidats à une élection communale. Vous trouvez les moyens où? Qui vous finance? Le MPL, c'est un projet politique qui a sa source juste au lendemain de ma sortie de prison. Je vous ai dit tantôt, nous avons parcouru près de 20 pays à la recherche d'alliés nationaux et internationaux. Nous jouissons aujourd'hui d'une certaine autorité. Il y en a qui savent, qui se disent, qui pensent, et à juste titre, que nous sommes les seuls capables de créer les conditions pour qu'il y ait une alternance au sommet de l'État. Nous allons jusqu'à quémander des soutiens. Je n'ai pas dit demander, j'ai dit quémander des soutiens. Donc, des gens nous font confiance, nous aident, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, mais il faut, rassurez-vous, le MPL ne dépense pas grand-chose. Nous compensons ça avec notre énergie. Parce que nous sommes des jeunes, là où les autres sont obligés de dépenser, nous on agit. Donc on compense cela. Quand vous voyez, bon, c'est très bien que vous pensez que nous dépensons beaucoup, mais en réalité, ce que nous faisons, c'est notre énergie qui nous permet de le faire. C'est pas une question nécessairement d'argent, c'est une question de conviction. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de réaliser son rêve. Avoir un parti politique de gens sans casserole, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes capables de circuler encore dans le pays. Et j'en profite pour dire que Kologoné ne fera rien, ne fera plus rien pour donner des raisons à qui que ce soit de l'envoyer en prison, en exil. Je serai là, avec le parti politique, le Mouvement Populaire Libération, pour aborder le virage de 2021. Si parce que je ne pose pas d'acte pour donner des raisons à quelqu'un de venir me chercher, et on pense que je suis avec le pouvoir, alors là, il n'y a pas de problème, libre cours à ceux qui le pensent de le penser. Mais je le dis, je répète, nous ne dépensons pas grand-chose. Ce que nous faisons, il y a beaucoup de gens qui nous aident. Il y a des tracts qui circulent. Le siège de notre parti à Cotonou appartient à un ancien ambassadeur du Bénin au Canada. Il dit là pour nom à Himakin. Il nous a laissé ça à un taux forfaitaire. Il a dit, jeunes, je vous aide. Et c'est comme ça que beaucoup d'autres nous aident. Parce qu'ils savent que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat noble. Un combat pour notre propre suivi, un combat pour gagner notre avenir. Vous savez, dans la lutte pour la restauration de la démocratie, il y a deux catégories de lutteurs. Il y a ceux-là comme nous, qui se battent pour leur avenir, qui se battent pour gagner le pari de leur avenir. Mais il y a ceux-là qui se battent parce que leur zone de confort est bousculée. On ne peut pas avoir les mêmes motivations. Mais moi, je pense que nous avons besoin d'être unis. Unis pour gagner, quelles que soient nos divisions. Je suis plus à genoux. Mettons nos égos de côté. Mettons nos égos de côté et surpassons ce dysfonctionnement-là. Mettons-nous ensemble pour cette dernière ligne droite. Nos dissensions peuvent réapparaître après. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de division. On n'a pas besoin de division. Soyons unis. L'arme la plus redoutable que notre adversaire utilise, c'est la division. Et tous les jours, on tombe dans son piège. Tous les jours, on tombe dans son piège. Non, n'acceptons plus qu'on soit divisé. Soyons désormais unis. Je demande à tout le monde d'être unis pour la cause nationale. Notre pays mérite cela. Aucun sacrifice ne sera trop. Vous n'êtes pas au Parlement, vous n'êtes pas représenté au niveau de nos mairies. Comment comptez-vous exprimer vos voix pour le virage de 2021? Encore qu'il y a la question du parrainage qui est là, voilà. Est-ce que ça veut dire que Kologoné, au nom du MPL, est pour parler avec les députés actuels pour espérer quelconque parrainage après? Dites-nous avec précision les moyens de vous disposer parce que vous n'êtes pas là. On arrivera, on va y arriver, cher ami. Nous n'allons pas dévoiler toute nos stratégies ici,
Mais nous comptons poursuivre notre combat pour que le président de la République puisse ouvrir la compétition. La position du parti. Le MPL est un parti de l'opposition. Mais ne compte pas y rester très longtemps. C'est pour cela que nous nous battons pour qu'en 2021, qu'il y ait alternance au sommet de l'État. Donc, à ce niveau, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous n'aurons aucune honte si pas extraordinaire un jour on voulait rejoindre le régime. Des gens qui ont dirigé avec le président Boni Yayi. Je vais les citer, votre invité d'hier. M. Adam Bagoudou, M. Barthélémy Kassa, Okun Lola. Ces gens, pendant 10 ans, ont fait la pluie de beau temps. Ils n'ont pas eu froid aux yeux pour rejoindre le régime. Si Kolokoni Sabi et ses amis trouvent leurs intérêts d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas intérêt pécunier. Ils trouvent que le président Talon fait bien, on va le rejoindre et on viendra le dire en public et l'assumer. Donc, sans ambiguïté, nous sommes l'opposition. Nous ne comptons pas y rester très longtemps. En 2021, on se battra pour ne plus être de l'opposition. Donc, on fera l'alternance au sommet de l'État. Donc, on parle de scission au sein du MPL, non, c'est des montages. C'est des montages pour déstabiliser un jeune parti. C'est des montages parce que juste après notre éviction de la Sénat, beaucoup de gens ont tenté de déstabiliser le parti. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu gain de cause. Ça, c'est des montages des réseaux sociaux. On dit scission, non, aucune scission. Aucun membre du directeur du parti n'est allé nulle part. Nous n'avons jamais dit, on n'a jamais eu la prétention de dire que nous avons la science infuse. Nous ne connaissons pas tout, nous ne savons pas tout. Nous sommes en train de faire notre chemin et personne d'entre nous n'avait prévu ce que nous vivons en ce moment. C'est pour cela que je ne condamne même pas, je ne condamne personne dans cette lutte-là. Ça nous est tombé sur la tête, on n'était pas habitué à ça et puis aujourd'hui on se retrouve confronté à cela. Donc du coup, s'il y a des gens qui, d'une manière ou d'une autre, pensent qu'il y a des suggestions à nous faire et ils savent que nous sommes très ouverts. Nous sommes très très ouverts même d'ailleurs, et parce que quand vous voulez aller de l'avant, il faut pouvoir aussi accepter les critiques. Nous n'allons jamais rejoindre le régime, et ça je le dis en toute responsabilité, parce que nous vivons dans la précarité. Et c'est vrai aussi que nous n'avons pas d'antécédents avec le président Talon. Mais il n'y a pas de haine, non, il n'y a rien de tout ça. Et c'est dans sa manière de diriger notre pays que nous avons des problèmes. Et nous pensons que quand il va descendre du pouvoir en 2021, il n'y aura pas d'animosité avec lui. D'accord. Voilà. Quel lien avez-vous avec Komi Koutié? Komi Koutié, c'est un ami à moi. C'est un ami à moi. On s'est connus en 2015, je crois, oui. Nous avons porté sur le fonds baptismaux la Ligue des forces progressistes. Oui, c'est un très grand ami à moi. Et vous êtes toujours amis? Oui, on est amis. Vous échangez toujours? Bon, pas comme avant. Pas comme avant. Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes. Il y a un certain nombre de problèmes. Et le problème naît c'est un certain nombre de confusions que nos amis communs ont créé. Donc, moi, je n'ai aucun problème particulier avec lui. C'est un ami, c'est un frère. Et j'ai eu de très bons rapports avec lui. Voilà. Je reste dans la même veine. Quel est votre lien avec Adjavon Sébastien? Oui, c'est d'ailleurs l'une des rares personnes qui m'a soutenu quand j'étais en prison. Voilà. C'est vrai qu'à la veille des élections communales, et lorsque nous avons pu avoir le récépissé, on a pensé que dans un dernier sursaut, comme j'ai l'habitude de le dire, que toutes les forces de l'opposition allaient envoyer leur jeunesse nous renforcer pour qu'on puisse faire la lutte. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il a sûrement son agenda, son calendrier. Et de là où il est, je lui envoie mon bonjour. D'accord. Quelle est devenue l'initiative de Niki que vous avez dirigée? L'initiative de Niki, c'était le début d'un processus qui devait nous conduire à la création d'un bloc politique de la jeunesse. Nous y sommes. D'accord. Allez, on dit MPL peut apporter quoi de nouveau en dehors de tout ce que nous savons déjà? C'est la question des jeunes. MPL a la capacité aujourd'hui de montrer le chemin pour la libération de ce peuple. MPL regorge de beaucoup de compétences et dans les tout prochains mois, vous allez pouvoir le constater. Récemment, lors du dernier conseil des ministres, on a vu le chef d'État se décider à faire dans les mesures sociales pour quand même atteindre l'impact
de la pandémie du coronavirus, 14 milliards. Est-ce que vous, au moins, ça ne suffit pas pour quand même lui reconnaître cet effort? J'espère que ce n'est pas un effet d'annonce. On nous a habitués à cela ces dernières années. J'espère que ces 114 milliards sont réels, ne sont pas virtuels. Et si c'était vraiment réel? Si c'est réel, que ça impacte les populations. Est-ce que ça peut effacer votre colère face au pouvoir? Nous ne sommes pas en colère face au pouvoir. Mais vous trouvez que ça ne va pas? Oui, et que seule l'alternance reste votre solution? Oui, ce n'est que l'alternance. Lorsque le chef d'État fait dans le social avec 74 milliards, est-ce que ça ne montre pas sa bonne foi? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça puisse effacer tout ce que nous avons essuyé comme humiliation. C'est-à-dire C'est-à-dire que, est-ce que 74 milliards, les 74 milliards même sont, est-ce que ça peut régler les problèmes sociaux dans le pays? Non. Les problèmes sociaux créés de leur mode de gouvernance. Non. Ils ont détruit beaucoup d'emplois. Ils ont mis beaucoup de femmes dans la rue. Et ça a détruit le tissu économique dans le pays. Et 74 milliards pour le social, j'apprends que c'est pour payer les PME, c'est pour renforcer les PME, j'apprends que c'est pour relancer l'économie. Bon, attendons hier de la voix de la bouche de M. Adam Bagoudou qui fut attendant du palais. Attendons de voir. Et si ça se produisait, si on doit rester un peu optimiste? Vous savez, je ne suis pas le peuple. Je suis dans le peuple. Et seul, je ne peux pas décider pour le peuple. Le peuple n'a qu'à être impacté. Et naturellement, si ça peut changer quelque chose, ça changera la chose. Mais de toutes les façons, nous sommes peu optimistes. Mais nous continuons de suivre. D'accord. Allez, votre mouvement aujourd'hui, je l'ai dit plusieurs fois, vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous n'êtes pas au niveau des mairies. Est-ce que vous avez toujours l'adhésion de la masse? Est-ce que vous pensez toujours être présent sur le terrain? Notre cote de popularité ne fait que grimper au jour le jour. Parce que, quelles que soient les intempéries, la vérité finit toujours par triompher. Il y en a qui pensent qu'il faut nous éteindre pour exister. Il y en a qui pensent qu'il faut être en train de nous attaquer tous les jours pour se faire un nom sur l'échiquier. Mais tout ça, ce n'est que de la publicité pour le mouvement populaire libération. Nous allons, dans les tout prochains mois, créer les conditions. Ça, nous sommes en train de travailler et pour que la compétition soit ouverte et que l'opposition, dans un dernier sursaut patriotique, se mette ensemble pour présenter une candidature crédible en face du candidat du pouvoir. Oui, selon vous, pour empêcher la question du parrainage, qu'est-ce que vous préconisez? Il faut négocier. Il faut négocier. Tout de la négociation? Oui, parce que la dernière fois, vous avez rencontré le chef de l'État dans une rencontre collective avec d'autres formations politiques, oui, pour ne pas l'isoler, créer la confusion. De quoi avez-vous réellement parlé? Moi, je n'ai pas parlé de ça. Quelles sont les garanties que vous avez que vous n'avez pas prêché dans le désert? Pardon? Quelles sont les garanties que vous avez que ce que vous avez dit a été entendu par le chef de l'État? Non, c'est pas une question de garantie. Vous savez, d'abord, dans un premier temps, bon, par rapport à cette rencontre, il y en a qui disent non, et son ton était... Non, vous savez, le ton dépend des rapports de force en présence. Le ton dépend des rapports de force en présence. Est-ce qu'il était menaçant? Le président? Non, pas du tout. Il m'a répondu avec courtoisie que lors de notre rencontre, qu'on pourrait éventuellement se retrouver pour en débattre. Parce que c'est dans la Constitution désormais. J'ai dit bon, j'ai entendu. Mais nous n'avons pas croisé les bras. Pour lui, c'est une sécurité pour lui que nous demandons de déverrouiller. Aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, qu'on aille au ciel, qu'on revienne par terre, c'est à lui de le faire. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas les moyens nous-mêmes de le faire. Donc il faut qu'on parle avec lui pour l'amener à comprendre que, au nom de la paix et de la stabilité, pour l'amour qu'il a pour ce pays, qu'il doit déverrouiller, sauter le verrou du parrainage et permettre aux compatriotes qui se sentent capables de diriger son pays d'être librement candidat tout au moins pour cette élection en 2021, parce que les Béninois ne comprendront pas qu'on oppose ce parrainage et que ce soit seulement ces partis qui soient à l'Assemblée qu'on oppose ce parrainage pour que le Béninois qui veut diriger ou celui que eux ils veulent qui dirige notre pays ne puisse pas avoir accès à la ligne de départ. Est-ce que ça veut dire que Korokoné servira à des ambitions pour 2021? Avez-vous envie de diriger ce pays? Ce qui préoccupe Korokoné aujourd'hui, c'est comment faire pour sortir notre pays de la situation dans laquelle. À travers quel axe?
il faut créer les conditions pour qu'il y ait alternance au sommet de l'État. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Parce que vous avez cité beaucoup de personnes qui ont fait Boni-Aï, qui sont avec Patrice Talon aujourd'hui. Quels sont les actes que le président Patrice Talon peut poser aujourd'hui pour que le MPL bascule dans la mouvance? Je vous ai dit qu'il n'y a pas de possibilité à cela. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. Vous avez tourné à la même question. Il n'y a pas. Moi, il y a cela quelques mois, en décembre, je crois, vous m'avez déjà posé cette question. J'ai dit non, tout était déjà gâté. Tout était déjà gâté. Parce que la méfiance est plus difficile. Est-ce qu'on peut vivre dans le pessimisme absolu? C'est-à-dire quoi que Patrice Talon ne peut plus rien faire de bon? Je n'ai jamais dit. Mais vous dites que c'est l'alternance la seule solution. Oui, c'est l'alternance la seule solution pour ramener un climat de sérénité. Et qui peut faire le job, selon vous? Le job, le vrai job? On a tout le temps été à la recherche d'hommes providentiels. Ça n'existe nulle part. C'est les systèmes qui arrivent à relever ces genres de défis. Aujourd'hui, notre génération est prête. Notre génération est prête à relever ces défis. Et nous y arriverons par la grâce de Dieu. Et si après les présidentielles de 2021, Talon appelait le MPL au gouvernement? C'est une question d'un auditeur. Il faut déjà qu'on arrive aux présidentielles de 2021. C'est-à-dire? Et que les conditions pour une alternance au sommet de l'État soient réunies. Et que la providence choisisse celui d'entre nous dans le pays qui va diriger le pays. Si avant les 8 mois, le président vous tendait la main pour venir servir dans son gouvernement? Non. Vous allez refuser? Non, c'est pas envisageable pour nous. Est-ce qu'on peut prendre cette émission comme élément témoin? Allez-y. Et quand vous serez dans le gouvernement, qu'allez-vous nous répondre? Non, ça veut dire que les imbéciles ne changent pas. Ça veut dire qu'on aurait trahi notre serment. Vous êtes certain? Oui. Parce qu'on n'a rien à faire dans une équipe où nos idées ne peuvent pas prospérer. Mais vous êtes sûr? Oui, nos idées ne peuvent pas prospérer. Vous pensez que le mode de gouvernance actuel, c'est un mode purement capitaliste. Mais nous sommes attachés aux valeurs humaines. Pour nous, c'est le partage. Et on ne pourra, c'est pas compatible. Il faut partager avec son peuple. Donc, avant 2021, Korokoné Savé Sera ne fera pas partie du gouvernement du président Patrice Talon. Korokoné Savé Sera mieux à faire en ce moment. À organiser les masses laborieuses pour que les conditions pour une alternance au sommet de l'État. Est-ce que vous pensez pas que vous faites du tort à ceux qui vous suivent? Parce que là, être dans le gouvernement, c'est un nom, c'est des moyens. Je n'impose pas. Est-ce que les membres de votre bureau, de votre parti, vous demandent d'aller au gouvernement? Parce que vous... Moi-même, oui. Ils choisiront un autre. C'est la même chose. Ils choisiront un autre. Parce qu'au moins là-bas, vous aurez quand même l'opportunité de participer au Conseil des ministres. Non. De dire des choses au chef de l'État. De toute façon, on n'en est pas là encore. Je ne porte que leur voix. Et ils ne sont pas prêts pour ça. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Laissons de côté nos petites querelles. Mettons-nous véritablement ensemble, mes chers compatriotes. Mettons-nous ensemble, quelles que soient nos différences, pour sauver notre nation. Notre pays a besoin de nous. Nous n'allons pas nous y dérober. Mes chers compatriotes, du nord et du sud, du centre, de l'est et de l'ouest, notre responsabilité est appelée. L'engagement est citoyen et nous devons, quelles que soient les intempéries, créer les conditions pour qu'il y ait une alternance au sommet de l'État. Que cette alternance ne se fasse pas juste parce qu'on veut faire alternance, non. Il faut désormais qu'on arrive à choisir nos chefs, au lieu que ce soit des chefs par défaut, qu'on les choisisse avec beaucoup plus de raison. Et à vous, je vous remercie pour l'invitation. Et merci d'être toujours là à attendre votre micro à toutes les tendances. Merci.